Bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment sécuriser une RESTful API. Alors, la sécurisation d'API est un sujet qui est complexe et donc nous n'allons pas vous présenter toutes les façons qui existent de sécuriser une API, mais nous allons nous attacher à deux problématiques bien concrètes. L'une, c'est d'empêcher les attaques XSS et l'autre, c'est de protéger les passwords. Alors, dans un premier temps, comment se protéger contre les attaques XSS ou Cross-Site Scripting, qui sont un type d'injection de script malicieux dans une application web. Voici un cas, un exemple en tout cas, d'attaque XSS. Imaginez que vous avez donc un site web avec un forum d'une banque, et puis vous avez une API de cette banque qui permet donc d'enregistrer les messages qui sont associés à ces forums et qui permettent donc aux clients de la banque de poster des messages. Si l'application web associée à la banque était mal sécurisée, eh bien, des utilisateurs pourraient enregistrer n'importe quel type d'information à partir du forum au sein de l'API. Et donc, il serait possible à un attaquant d'injecter du JavaScript malicieux dans l'API. Plus tard, lors de l'affichage automatique par le front-end du forum de la banque des messages, eh bien, chaque client qui viendrait dans le forum risque d'exécuter le JS malicieux qui avait été précédemment posté. On a vu qu'en JavaScript, il y a une méthode fetch qui permet d'envoyer de l'information là où on le souhaite. Et donc, ça permettrait à un hacker, via le script malicieux, d'envoyer des cookies, par exemple, à son API malicieuse. Et donc, du coup, ce qui voudrait dire que si les cookies du forum contiennent une session qui permettent de faire des choses, des opérations importantes, genre la même session qui permettrait peut-être de faire des virements, eh bien, vous pouvez vous dire que l'attaquant aurait transféré le cookie de session à son site à lui, et aurait donc à sa disposition votre session. Ce qui lui permettrait peut-être de vider votre compte en banque. Alors, la protection contre des attaques de ce type-là, les attaques XSS, elle se fait à différents niveaux. Il y a des choses qu'on peut faire au niveau front-end, des choses qu'on peut faire au niveau API, mais il y a un moyen assez simple de déjà régler une bonne partie des problèmes en faisant quelque chose au niveau de l'API. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Mais avant de voir comment régler le problème, il faut voir le problème au moins une fois dans sa vie. Et donc, on va réaliser une attaque XSS sur le site de la pizzeria. Pour ça, j'ai démarré une des démos qui se trouve dans le cours d'une RESTful API de la pizzeria qui s'appelle Persistence, où il n'y a pas encore de sécurité. Et cette API permet de gérer des ressources de type pizza. Au niveau du front-end, je vais démarrer ici la version Async Await, qui est aussi une démo qui est dans les contenus du cours associés à cette vidéo. Et donc, dans ce front-end, on peut ajouter des pizzas sans devoir se loguer, sans aucune notion de sécurité. Alors, le titre de la pizza, eh bien, on va mettre un petit quelque chose comme Evil Pizza. Et là, on va essayer de faire une attaque XSS en mettant un script malicieux. Ce qui veut dire que maintenant, à chaque fois qu'on va vouloir afficher ici le menu des pizzas, eh bien, on va avoir cette
ce dernier record ici hein, dans le tableau qui affiche donc qui exécute ce script malicieux. Si je rafraîchis l'application, you have been hacked. Je répète hein, pour expliquer ce qu'on a fait. On a ici mis du JavaScript malicieux via un formulaire et ce formulaire, eh bien, envoie des données à l'API. L'API crée une ressource, enregistre ce script. Et puis, quand on veut afficher le menu ici, eh bien, le script malicieux s'exécute. Ici, c'est juste un pop-up, mais on pourrait très bien, comme je l'expliquais dans la présentation, envoyer des cookies, par exemple. Si l'application contient des cookies avec des variables de session, ça permettrait potentiellement à l'utilisateur de prendre possession de votre session plus tard s'il arrive à envoyer votre cookie sur un de ses serveurs malicieux. Maintenant qu'on a vu l'attaque, on va voir comment on peut empêcher cette attaque. Pour ça, on va utiliser une librairie qui s'appelle Escape HTML qui va nous permettre d'échapper les caractères dangereux. Par exemple, tout ce qui permet de mettre un tag HTML, hein, on ne veut pas qu'il soit interprété par notre browser comme étant directement une balise qui peut exécuter. Et donc, on va mettre des codes associés à ces caractères dangereux et le browser va afficher les caractères sous forme de string de ces codes, mais il ne va pas exécuter du coup ce qui pourrait correspondre à une balise qui permettrait de lancer un script JS. Pour ce faire, on va appeler la méthode escape partout où on va enregistrer des données au format qui pourrait donc amener à un problème d'attaque XSS. Du coup, ici, on va garder le même front-end, mais on va donc mettre à jour l'API. On va donc stopper cette API qui est donc persistance. Et on va appeler l'API safe, hein, celle qui contient donc l'échappement des caractères dangereux. Alors, où est-ce que les caractères dangereux vont être échappés? Eh bien, c'est partout où on va faire de la création hein, d'infos ou lors des mises à jour aussi d'infos. Donc, c'est au niveau des pizzas, les mises à jour d'infos, c'est lors de la création, le post sur /pizza et le delete. Le delete non, parce qu'on efface simplement la mise à jour. Ici, on doit aussi s'assurer on échappe les caractères dangereux vu qu'on récupère chaque fois un title et un content. Alors, où est-ce qu'on a fait ça? On l'a fait à chaque fois au niveau du modèle. Quand on va ici appeler par exemple la fonction de créer une pizza, lorsque donc on est dans le modèle, eh bien, on va ici appeler la fonction escape, je vais le mettre en plus grand, escape du title et escape du contenu. Et donc ça va remplacer les certains caractères dangereux comme ceux qui sont donnés ici dans la doc par leur code HTML associé. Et donc vous voyez que escape ici, eh bien, c'est une fonction qui appartient à cette librairie Escape HTML. On va voir si le problème est réglé hein, avec cette mise à jour hein, de l'API où on a bien échappé le titre et le contenu. Alors ici, si on refresh la page de notre front-end, il va appeler donc notre nouvelle API. Et donc ici, moi, je vais essayer d'ajouter une pizza. Evil pizza qui fait peur, voilà. Et puis ici, je remets donc le JavaScript. Je fais ajouter la pizza au menu.
voit ici que ça n'a pas marché parce que en fait, il vérifie qu'on est bien authentifié au niveau de l'API Safe parce qu'on utilise le middleware d'autorisation pour la création de pizza. Donc, je vais l'enlever temporairement pour qu'on puisse juste faire le test de ces attaques de cross-site scripting. Si je vais au niveau du routeur de pizza pour la création, je peux enlever tout ça en fait. Je permets d'ajouter une pizza quoi qu'il arrive. On n'a pas besoin d'être authentifié. Je redémarre l'API. Voilà, c'est un petit rappel comme ça de ce qu'on a vu dans une vidéo précédente, comment sécuriser ou ne pas sécuriser finalement l'appel à une opération d'une API à l'aide de JWT. Ça reste une petite parenthèse dans cette vidéo. Cette fois-ci, je réenvoie mon formulaire pour ajouter une pizza et ça fonctionne. On voit bien ici qu'on a ajouté notre Evil Pizza et on n'a pas eu de script malicieux qui s'est exécuté. Le browser a interprété les caractères échappés simplement comme une string, mais n'a pas exécuté le JavaScript associé. Si vous voulez voir à quoi ressemblent les caractères échappés, on le voit ici à droite, si jamais. Ça, c'est ce que l'API a sauvegardé dans son JSON et c'est ce qu'elle renvoie en fait au client qui fait la requête pour avoir la liste des pizzas. Et donc là, c'est quand la pizza a été ajoutée. Voilà ce qui a été renvoyé au client. Nous allons voir maintenant comment sécuriser les passwords. Et donc, dans ce cas-ci, quel password on entend? C'est les passwords qu'on enregistre dans notre support de données. Alors, dans ce cours-ci, notre support de données, c'est un fichier JSON. On aimerait que ici, si on a le username admin et le password admin, eh bien, on n'aimerait pas voir dans le fichier users.json ici admin. Et puis pour manager, on n'aimerait pas voir ici le password en clair du manager. On aimerait mettre ce qu'on appelle un password haché, le résultat de donc l'opération de hachage sur le password. Pourquoi on fait ça? Parce que si un jour quelqu'un aurait accès à notre base de données ou à notre fichier, dans ce cas-ci, JSON, qu'une personne arriverait à hacker donc le serveur et accéder à cette mini source de données, eh bien, il aurait en clair dans un fichier tous les passwords. Et ça, c'est très problématique. Donc, on évite ça en cachant les secrets. Et donc, si un jour l'utilisateur récupère un fichier avec ce genre d'infos, eh bien, il ne saura jamais retrouver les passwords associés à chacun des comptes parce que ils sont sous cette forme-là et il n'y a pas de fonction mathématique, en tout cas connue à ce jour, qui permettent de faire l'opération inverse de ce qui a été haché pour retrouver l'information en clair. Nous allons voir maintenant comment est-ce qu'on peut utiliser une librairie pour hacher les passwords et aussi pour comparer un password en clair à un password haché pour savoir si l'utilisateur aurait donné les bons credentials, username, password. Alors, la création de ce password haché, c'est lors de la création du compte. Ce qui veut dire qu'au niveau de l'API, on va aller voir ce qui se passe au niveau du register. Si on va voir au niveau des routes, le register, eh bien, on voit que lorsqu'on a récupéré du body de la requête un username et un password,
on va appeler la fonction register du modèle en passant le username et le password en clair. Donc, on va voir ce qu'il y a dans register maintenant. Je vais mettre en plus grand. Et donc, on va ici faire appel à la fonction create one user en passant toujours le username et le password en clair. Que fait cette fonction? Eh bien, elle vient appeler la fonction hash de bcrypt. Bcrypt, c'est une librairie. Il faut donc installer bcrypt pour pouvoir utiliser donc cette fonctionnalité de hachage. Bcrypt offre une fonction synchrone hashsync ou asynchrone juste hash pour donc générer un password haché. On lui passe le password en premier paramètre et ici un nombre de fois qu'on va appliquer le cell. Alors le cell, c'est une donnée aléatoire qui est utilisée en entrée d'une fonction pour hacher les données. Ainsi, si un hacker utilise une base de données de password haché, il devra trouver le bon cell pour que son attaque puisse fonctionner. Et le salt rounds ici, c'est le nombre de fois que l'opération de hachage est faite afin de rendre donc les attaques de force brute plus lentes et plus difficiles. En règle générale, une valeur de 10 est recommandée et raisonnable. Ça ne sert à rien de mettre trop ou trop peu. Lorsqu'on va sérialiser les données, ici écrire les données dans la base de données JSON, eh bien l'utilisateur qu'on ira rajouter, eh bien il contiendra le password haché. Maintenant, il faut voir comment est-ce qu'on vérifie qu'un password est correct. Ça, c'est lors du login de l'utilisateur. Qui dit login dit donc d'aller voir ce qui se passe au niveau de la route de login. Si on regarde au niveau de la route de login, on appelle donc la fonction login du modèle. Et la fonction login du modèle va appeler la fonction compare de bcrypt en passant ici le password en clair. Ça, c'est le password qu'on a reçu dans le body de la requête pour se loguer. Et on va comparer ce password au password qui est haché et qui se trouve dans notre support de données. Donc ici, on vient récupérer l'utilisateur qui correspond à ce username, qui se trouve donc dans le fichier JSON. Et userfound.password, c'est le password qui est déjà haché. Et cette fonction, c'est quelque chose de mathématique, peut voir que le résultat, si on applique à password en clair la fonction mathématique et qu'on regarde ce que ça donne comme contenu haché à ce contenu haché-là, s'ils correspondent, eh ben, elle va nous dire qu'il y a un match. Et donc, on va nous renvoyer un true ici. Et puis, si ça ne matche pas, eh bien, password match ici vaudra false. Notez que cette fonction est asynchrone. Il existe l'équivalent synchrone aussi, mais comme c'est asynchrone, eh bien, on doit s'assurer, avant de passer à la ligne qui suit, qu'on attend bien le résultat de l'opération de compare. Du coup, login est devenu asynchrone. Et comme login est asynchrone, eh bien, c'est pour ça qu'ici, on met un await aussi avant d'aller plus loin. On ne pourrait pas renvoyer l'utilisateur authentifié si on n'avait pas mis un await ici, vu que login est asynchrone. Voilà, ça c'est le sujet d'une autre vidéo qu'on a vue sur async await et la programmation asynchrone. En résumé, pour sécuriser notre base de données de username password, on va, pour sécuriser donc, d'abord hacher les passwords,
Utiliser donc un cell pour rendre les choses un peu plus compliquées pour les attaquants qui veulent faire de la force brute avec des bases de données de passwords hachées. On va utiliser bcrypt, hein. La fonction hash qui est asynchrone dans laquelle on lui passe le password en clair et le nombre de fois qu'on veut hacher cette information. Souvent, c'est 10 qu'on conseille. Et puis, lorsqu'on veut comparer donc un password en clair à un password qui a déjà été haché pour vérifier les credentials d'un utilisateur, eh bien, on va appeler la fonction compare qui elle aussi est asynchrone en passant d'abord, premier paramètre, le password en clair. C'est celui qu'on reçoit souvent dans le body de notre requête pour un login. Et puis, on va mettre en deuxième paramètre le password haché, qui est donc celui qui se trouve dans notre source de données associée à l'utilisateur pour qui on veut vérifier le password. Et si les choses matchent, eh bien, compare renvoie true. Voilà, ce sera tout pour ces vidéos sur comment sécuriser une API. À bientôt!